que vous alliez le faire gagner. Le monde de Macron. Vive la République, vive la France. Dans le monde de Macron, on a Jean-Luc Mélenchon, la voix des Insoumis, qui est invité de Jean-Jacques Bourdin ce matin à 8h35 sur RMC et sur BFM TV. Il a notamment répondu aux accusations concernant les journalistes qui fouillent dans les camps de campagne des Insoumis, qui ont trouvé que certains avaient démissionné. Alexis Corbière, notamment, pour passer à ce statut d'auto-entrepreneur. Il avait démissionné de la fonction publique, s'était mis en marge de la fonction publique. Pour passer au statut d'auto-entrepreneur. Il n'avait pas démissionné. Ouais, c'est ça, c'était en disponibilité. Il ne voulait pas démissionner, qu'il a pris le statut d'auto-entrepreneur. Et Jean-Luc Mélenchon a répondu. J'aurais préféré qu'il ait pu être pris en CDI, il aurait fallu qu'il démissionne de l'éducation nationale. Enfin, tout ça est un procès absolument répugnant qui nous est fait. Ça fait 3 mois que ça dure. Il n'y a que mes comptes de campagne qui sont disponibles. Vous le savez, ça, monsieur Bourdin? Si vous allez à la commission, vous dites, tiens, je voudrais voir les comptes de campagne de tout le monde. Ah, ben, il n'y a que ceux de Mélenchon qui sont prêts. Ceux de monsieur Mélenchon sont parfaits, purs, sans aucune irrégularité. Aucun arrangement d'aucune sorte. Jean-Luc Mélenchon ensuite parle de combien il touchait par jour durant cette campagne électorale, les petites mains, et notamment Alexis Corbière, ce qui faisait un salaire au total de 3 000 €, un salaire de crevard, dit-il. Oui, c'est le terme qu'il a utilisé. Il a dit qu'il était payé comme un crevard. Alors 3 000 €, je rappellerai que le salaire mensuel net moyen des Français s'élève à 2 250 €. On pourrait vouloir plus, mais c'est comme ça le salaire moyen. Donc 3 000 €, ceux qui nous écoutent savent que c'est pas un salaire de crevard. On a le petit extrait justement pour bien expliquer la manière dont Jean-Luc Mélenchon a fait sa démonstration. Alexis était payé comme auto-entrepreneur quelque chose comme 3 000, je crois. 205 € par jour pour ses interventions médiatiques. Ça ne veut rien dire du tout. Bon, c'est une division qui a été faite. Et pendant ce temps, le porte-parole de M. Macron, lui, il était à 6 000 €. Et attendez qu'on voit les autres. Et vous verrez les pays qu'il y avait. Nous, on avait des pays de crevards. Pourquoi? Parce que tous les jours, la campagne pouvait s'arrêter. Parce que nous avons connu des gouffres à certains moments et qu'il fallait, si tout s'était planté, il aurait fallu abandonner le navire. Mais nous n'avions pas de quoi payer les licenciements, les machins, etc. C'est pas plus compliqué. Alors, c'est chouette d'entendre ça. Alors, simplement, ce qui est reproché à Alexis Corbière, c'est pas 3 000, 2 000, 4 000 € de touchés pendant la campagne en tant que porte-parole, c'est le fait d'avoir utilisé le statut d'auto-entrepreneur, alors que le même Corbière, avec le candidat Mélenchon, n'avait pas de mots assez durs pour dénoncer ce statut d'auto-entrepreneur. D'ailleurs, Mélenchon avait dit, si j'arrive au pouvoir, je le supprime. Voilà, c'est le double discours, en fait. Or, le statut d'auto-entrepreneur a permis effectivement, et donc c'est une facilité offerte à Corbière, de pouvoir être porte-parole de cette campagne, de toucher 3 000 € et de rester fonctionnaire et de continuer à pouvoir être enseignant s'il avait eu envie de continuer à l'être. Alors ensuite, il se trouve qu'il a été élu député, tant mieux pour lui, mais donc c'était quand même un sacré parachute cette histoire. Son poste d'enseignant restant d'ailleurs disponible à l'issue de son mandat. Oui. Si demain, alors que dans le privé, ça ne marche pas comme ça. Non, moi j'arrête mon activité, je suis une profession libérale, j'ai une entreprise. Attends, si tu prends une disponibilité pour élever tes enfants, tu retrouves ton poste. Oui. Si tu prends une disponibilité pour raison personnelle, tu retrouves pas ton poste à l'endroit où il est. Là, c'est la loi. Quand tu termines un mandat parlementaire, tu retrouves automatiquement pour le ton mandat. poste. Oui, c'est parce que pour les autres choses, voilà, tu ne retrouves pas et tu repasses au mouvement. On n'évoquait pas la vie personnelle de M. Corbière. Mais moi, je me réjouis de voir que M. Mélenchon découvre les épreuves auxquelles nous sommes confrontés chaque jour, le risque, l'investissement, l'incapacité de payer des licenciements, les problèmes de trésorerie, les gouffres. Moi, j'ai connu ça souvent dans ma vie, soit d'entrepreneur aujourd'hui, d'industriel hier. Je sais ce que c'est que de devoir faire des payes, de devoir négocier avec la banque. C'est le quotidien du chef d'entreprise. Je suis heureux que cette épreuve est affranchie, que cette épreuve électorale est affranchie, Monsieur Mélenchon, et qu'il soit aujourd'hui sensible à la libre entreprise. Bravo, Jean-Luc. Continue, tu es sur la bonne voie. Fatima ? Bon, je trouve que l'expression des payes de crevards pour adosser au montant 3 000, il n'aurait pas dû. Alors, je comprends son raisonnement. Lui, il compare à ce qui est comparable, c'est-à-dire au salaire des autres exerçant le même emploi, c'est-à-dire les autres porte-parole. Voilà. 6 000 € il cite. Il compare. Il dit 3 000, c'est une paye de crevard. Sauf que, comme ça, simplement la citation 3 000 crevards, je suis désolée, beaucoup de gens, quand on est prof, par exemple, on va commencer à 1 600, on est à 2 000 au bout de je sais pas combien d'échelons. Super crevard. Bon, donc
Donc ça ne parle pas aux personnes pour qui 3 000 c'est quand même déjà quelque chose. Après, j'entends, c'est la précarité qu'il dit, mais effectivement, comme le dit Pascal, dans ces cas-là, il va avoir du mal après à avoir des mots durs contre ce statut d'entrepreneur, puisque d'un point de vue pragmatique, ça lui a rendu service. Bon, donc le passage n'est pas heureux. En revanche, il y a une question qui reste. Pourquoi c'est le seul à qui on va voir les comptes de campagne? Il les a déposés parce qu'ils sont parfaits, dit-il. Mais les autres, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait, ça, par exemple? Tous les comptes de campagne ont été déposés, et pour moi, le seul qui a été passé au tamis, c'est vrai. Et pourquoi? Non. Tous les comptes de campagne ont été examinés par la commission des comptes. Ils ont été approuvés. On avait même les montants, on en a parlé ici. On avait été étonné de voir que Benoît Hamon avait demandé 16 millions d'euros pour faire 6%, comme quoi, effectivement, c'est un risque, une présidentielle. C'est un risque, on ne sait pas ce qu'on va faire. Il y en a d'autres qui n'ont pas encore été examinés. Mais Macron et tout ça, on les a examinés, les comptes. Pas tous encore. Sauf que Mélenchon, lui, les a publiés dans le détail, et c'est pour ça, puisqu'il les a publiés dans le détail, qu'on regarde de près ce qui s'est passé. Parce que moi, c'est le point qui m'intéressait le plus. Jimmy Mohamed. Alors écoutez, 3 000 euros, effectivement, dire que c'est une paye de crevard, c'est pas possible, d'autant plus quand on se dit proche du peuple et proche justement des petites gens, comme il aime bien les appeler. Là, quand même, il faut quand même apporter un certain crédit à monsieur Mélenchon. Il comparait ça à l'ensemble des rémunérations dans les autres partis politiques, et que notamment Benjamin Griveaux était payé 6 000, et que monsieur Corbière travaillait après 18h, tard le soir, parfois la nuit, le dimanche, et que, en considérant tout ça, 3 000 euros, c'était peu par rapport aux autres. On ne peut pas dire le contraire. Maintenant, j'ai quand même le sentiment qu'ils sont fait 6 souvent... euros de l'heure, je viens de calculer, pour un gars qui travaillerait pendant une campagne, enfin pas H24, mais 13 heures par jour et 30 jours par mois. 6 euros de l'heure, c'est très en dessous du SMIC. Oui, donc après, c'est le statut d'auto-entrepreneur qui veut ça. Mais c'est faites ce que je dis et pas ce que je fais. Statut d'entrepreneur qui critique. Monsieur Mélenchon, je me souviens, avait dit, lorsqu'on l'avait un peu titillé sur son appartement parisien, il avait justifié son appartement en disant, mais écoutez, qui c'est qu'à 60 ans n'a pas une petite maison de campagne, un petit appartement parisien avec un patrimoine de près d'1 million d'euros. J'ai pas de problème à ce que monsieur Mélenchon ait un appartement. Je ne demande pas à ce que monsieur Mélenchon ait une montre flic-flac, soit en bus Ouigo et soit proche du seuil de pauvreté. Je ne demande pas ça, et je ne dis pas que être proche de la France insoumise, c'est être loin de l'argent. Ce n'est pas ça le problème. Mais c'est cette tartufferie ambiante. Monsieur Corbière qui se plaint des médias en continu, qui pleurniche en disant qu'on est méchant avec lui. Je suis désolé, monsieur Corbière, rémunéré par finalement les médias de façon indirecte et par le peuple, a été élu grâce à ça. C'est grâce à ça que son mandat de député fait qu'il existe aujourd'hui. Donc, cette France insoumise qui crache sur les journalistes, qui crache finalement sur la classe politique, en fait, ils font exactement ce que les autres font. Et c'est ça que je déplore. Même si, voilà, on peut pas dire que monsieur Mélenchon pense réellement que 3 000 euros, c'est une petite paye. Et je rappellerai, donc, pour que les choses soient... d'une chose particulière. Parce que Mélenchon, pour que les choses soient claires, c'est le 13 février dernier que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rendu son verdict et a validé tous les comptes de campagne des candidats, de Macron à Cheminade, en passant par François Fillon. Il y a eu effectivement parfois des retouches opérées par cette commission, des irrégularités qui ont été constatées, mais ils ont tous ensuite été validés, et on sait précisément qui sera remboursé. D'ailleurs, je peux vous dire que c'est Marine Le Pen qui percevra le remboursement le plus élevé. Voilà. Mais ça, c'est clair. Allez vous renseigner. Alors, après, on peut dire effectivement qu'il y a eu ici ou là des irrégularités dans les comptes de campagne. D'ailleurs, Mélenchon n'est pas exempt de tout reproche, mais aussi comme les autres. Toujours. Mais ils ont tous été validés. Il y en a toujours. Il y en a toujours, et c'est pas dramatique. Il y a des factures qui peuvent se perdre. Il peut y avoir parfois des zones d'ombre, mais c'est évident. Enfin, c'est une machine. Après, il y a la publication. Le seul, voilà, c'est la publication, c'est ça. Non, mais alors c'est quoi? Il y a la publication, et même si tous ont été validés, ensuite il y a les décalages dans les remboursements. Et ce que Jean-Luc Mélenchon reproche aujourd'hui, si tu veux, c'est qu'il y a une focalisation uniquement sur ces comptes de campagne, et que c'est uniquement sur lui aujourd'hui que l'on met le curseur et la mire. Mais il laisse entendre que la commission n'a vérifié que ses comptes. C'est faux. La commission a vérifié tous les comptes. Et pourquoi l'accent est mis que sur lui alors?
C'est quoi la réponse? C'est quand même des mais c'est donneurs de Mélenchon leçons qui dit ambiantes. ça, c'est faux ce qu'il dit. Enfin, c'est faux ce qu'il dit. Mélenchon, c'est pas parce que Mélenchon affirme quelque chose que c'est la vérité. Non, mais tout le parce monde, qu'il les s'est- comptes sont examinés pour tout le monde. Il s'est signalé quand même abondamment pendant la campagne en dénonçant la précarisation de l'emploi c'est et en devenu- dénonçant l'auto-entrepreneuriat comme un exemple de précarisation de l'emploi. Or, bon, là, pour dire les choses simplement, faut peut-être un peu faire retomber la pression, mais Alexis Corbière, il était payé 4 000 €. Il y a un prélèvement obligatoire de 25%. Une fois qu'il avait payé son prélèvement obligatoire de 25%, et libératoire, de 25%, il lui restait 3 000. 3 000 pour travailler 30 jours par mois, parce que la campagne ne s'arrête ni le samedi ni le dimanche, et pour travailler entre 14 et 15 heures par jour, c'est accepter de se faire payer 6 € de l'heure. C'est pas scandaleux. Je pense que M. Mélenchon devrait retenir la leçon. Il y a 1 800 000 entrepreneurs unipersonnels en France. Des gens qui ressemblent à des auto-entrepreneurs. Pour eux, les problèmes, c'est ceux de la trésorerie, c'est ceux du carnet de commandes, c'est faire face aux demandes de l'administration, c'est tout ça. C'est bien qu'il en soit informé. Dans le monde de Macron, on a une tribune qui continue de faire couler beaucoup d'encre. Elle est signée de professionnels de santé, 124 professionnels de santé qui dénoncent aujourd'hui les médecines alternatives, les fausses médecines comme ils les appellent. Et ils appellent justement à encourager les démarches d'information sur la nature de ces thérapies alternatives, leur effet délétère et leur efficacité réelle. En Europe, plus de 100 millions de personnes ont recours aux médecines alternatives. Jimmy Mohamed, tu pourrais faire partie de ces professionnels de la santé qui veulent la peau des médecines alternatives? Alors, je suis le premier à critiquer les médecines alternatives quand elles sont dangereuses. Mais moi, je n'aurais pas signé cette tribune car je pense que là, on confond un peu tout. Ils ont signé cette tribune en disant que la médecine doit être fondée sur les preuves et sur la science. Et que dans ce contexte-là, l'homéopathie, la mésothérapie, l'acupuncture n'a pas sa place dans une médecine rationnelle. J'aimerais rappeler à ces médecins que nous vivons dans un monde qui n'est pas rationnel. Et que je ne sais pas si prescrire de l'homéopathie pour un tas de stress passager, est-ce que c'est criminel de la part d'un docteur? Est-ce qu'il vaut mieux prescrire de l'homéopathie ou des anxiolytiques ou des somnifères à un jeune de 18 ans qui est stressé par ses examens? J'ai vu quand même des gens assez chargés en psychotropes. J'aimerais rappeler que la France est le pays où on consomme le plus au monde d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. Donc si ces petites prescriptions permettent parfois d'éviter de consommer des antibiotiques, parce que j'aimerais qu'on se remette en question à ce niveau-là. Moi-même le premier, je pense prescrire trop d'antibiotiques. Moi-même le premier, je pense prescrire trop d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. Mais cette tribune où on mélange tout et on va dire que l'acupuncture, ça serait dangereux, je ne suis pas sûr. Allez voir une femme enceinte qui vomit au premier trimestre et qui a pris tous les médicaments et qui m'explique aller faire une séance d'acupuncture et après laquelle elle se sent un peu mieux. Est-ce que c'est criminel? Je ne suis pas sûr. Par contre, le vrai combat, c'est les dangers de l'homéopathie, des médecines alternatives. On ne peut pas mettre du même côté les magnétiseurs, les coupeurs de feu, les gens qui disent qu'il y aurait des vaccins homéopathiques, et puis des gens qui vont prendre un peu d'arnica en cas d'entorse. Soyons un petit peu mesurés. Donc, je suis un petit peu dérangé par ces propos parce que on mène un combat, à mon sens, qui est peut-être pas le bon. Battons-nous pour dire que la couverture vaccinale n'est pas assez bonne, que des cas de rougeole reviennent en ce moment. L'homéopathie, la médecine alternative, en faisant une unité globale, je ne suis pas sûr que ce soit l'urgence actuellement. Surtout, il y a des études scientifiques qui ont montré, par exemple, que lorsqu'on parle d'effet placebo, que l'effet placebo est aussi un effet physique réel. Oui, mais dans un médicament, dans une thérapeutique, l'effet placebo n'est pas considéré comme un effet thérapeutique. Si tu prends un médicament ou de l'eau et que l'eau fait mieux que le médicament ou aussi bien, ça prouve que le médicament n'est pas efficace. Donc l'effet placebo ne peut pas être retenu et aucune étude scientifique ne montre l'efficacité de l'homéopathie. L'exemple du rat. Ça, c'est l'effet nocebo. Mais en fait, le problème, c'est que les gens veulent des médicaments. Il faut aussi ne pas se leurrer. Quand tu as une rhinopharyngite, je suis désolé, allez voir un docteur. Il te les réclame. Mais là, ça va au-delà de ça. Tu dis ça. Non, mais c'est pas des clients, c'est des malades. L'efficacité. D'accord, mais ne mélange pas. Est-ce que ça vaut une tribune? Alors, non. L'homéopathie, et ton argument, j'ai du mal avec ton argument. Le patient veut des médicaments. Ce n'est pas parce qu'il veut des médicaments qu'on doit lui en donner. Rassure-moi. C'est un discours un peu simpliste. Non, mais si tu vis dans un cabinet longueur de journée qui t'explique à un patient qui a une rhinopharyngite, vous avez une rhinopharyngite, vous avez besoin d'être arrêté un jour ou deux ou pas, prenez du paracétamol, merci, au revoir. Il va dire que t'es un mauvais docteur. Je suis désolé, les Français réclament des médicaments, je le vois en comparaison avec les étrangers. C'est pas parce qu'ils réclament qu'on doit leur donner. Quitte à leur donner quelque chose, autant leur donner quelque chose qui n'a pas d'effet secondaire. Non, mais parce que là, signer une tribune en parlant d'effets délétères et d'efficacité réelle
par des médecins, ça veut dire que c'est presque dangereux. Nous, moi, je le comprends comme ça. Si tu veux, c'est une mise en alerte. C'est aussi le remboursement. Pourquoi parce que 100 millions de personnes qui utilisent la médecine alternative, ça veut presque dire attention, vous risquez de vous mettre en danger. Il y a bien quand même en France un mouvement, alors il est peut-être marginal, mais il existe un mouvement anti-science quand même. Il y a eu une campagne contre la vaccination. On nous a expliqué qu'il y avait des particules d'aluminium dans le C'était pas contre la vaccination contre la grippe. Je vais juste terminer. Oui, mais c'est caricatural. Mais non, c'est pas. Tu donneras ton point de vue après, mais je vais donner le mien, même caricatural, si ça te dérange pas. Il y a eu une campagne contre la vaccination menée par le professeur Joyeux, dont je rappelle qu'il a été exclu de l'ordre des médecins, disant la vaccination c'est dangereux, c'est mauvais, ça a plus d'effets négatifs que d'effets positifs. On nous a même raconté en France que dans le vaccin contre la grippe, il y avait des particules d'aluminium. Or, il n'y en a aucune. Et c'est à ce titre-là qu'une partie d'ailleurs des personnels médicaux ne se sont pas vaccinés et ont transmis la grippe à des patients. Donc il y a quand même un mouvement, anti-science quand même, y compris dans la médecine, une espèce de scientisme. Non, mais le scientisme qui se développe ici ou là. Chacun pense être médecin en regardant Google. Et oui, c'est vrai, c'est lié à l'automédication, c'est lié aussi à des gens qui considèrent que les laboratoires contrôlent le marché de la médecine et réalisent des profits pour des médicaments qui n'ont aucune efficacité. C'est pour tout ça. Donc remettre un peu l'église au milieu du village, c'est-à-dire remettre un peu de science dans tout ça, c'est quand même pas trop mauvais qu'il y ait de temps en temps des médecins qui tirent la sonnette d'alarme. Moi, juste pour revenir sur deux choses, tu vas pas me dire que les lobbies n'existent pas. Les lobbies pharmaceutiques existent quand même, on est d'accord ? Ça veut dire quoi ? Non, ça veut dire que l'industrie pharmaceutique existe. Un lobby, on a quand même un groupe de pression, c'est ça. Groupes de pression, et ça a été. Regardez, première chose, et deuxième pour le professeur Joyeux, même si je ne suis pas son avocate, il faut être clair. La vidéo qui circulait, ce n'était pas contre les vaccins, c'était contre le 6 en 1. C'était contre les 6 vaccins, parce que il y a eu une pénurie qui était hallucinante. Les 3 vaccins obligatoires, on ne les trouvait plus. Je le sais parce que mon enfant était petit à ce moment-là. Donc je suis même allée, j'ai fait le tour de l'Europe pour trouver les vaccins obligatoires. Donc on ne trouvait plus les 3 obligatoires, on nous obligeait à en faire 6, dont l'hépatite B qui n'était pas obligatoire à ce moment-là. Et c'était ça qui le remettait. Regarde la vidéo où il parlait de tempête dans un petit corps. Donc en tout cas pour ça. Le professeur Joyeux a été exclu de l'ordre des médecins pour avoir mené une campagne contre la vaccination et pas uniquement celle-ci. En tout cas, c'est celle-ci qui a prise. Avec nous, on a fait grande gueule du jour, Égaré, un conseiller principal d'éducation. Il parle de ce qu'il a vécu en Seine-Saint-Denis, notamment conseil de discipline, problème avec les parents, difficulté des rapports dans les collègues. Est-ce que tout est vraiment perdu aujourd'hui ? Thierry Gaudin sera avec nous. Le livre est aux éditions Stock et il viendra témoigner.